Alors, est-ce que j'ai un retour de Jean? Alors, je vais commencer donc cette première conférence sur l'archivage, cette deuxième conférence ouvre-boîte, donc sur l'archivage électronique. J'ai de la musique, si c'est possible de me l'enlever. Merci. Donc, donc voilà, je vais commencer doucement en présentant ce que sont les conférences ouvre-boîte et ce qu'est l'association Electrolab, en attendant que tout le monde puisse être là. Donc, l'association Electrolab, c'est une association qui promeut les cultures scientifiques et techniques dans un optique de partage non marchand. On a un local de 1500 mètres carrés à Nanterre, au quartier du Chemin de Lille, plus exactement au 52 rue Paul Lescope, donc dans un quartier industriel. On aime se dire qu'on a un grand terrain de jeu avec plein d'ateliers. Donc, on a des ateliers électroniques, mécaniques, couture, fonderie, impression 3D. Notre association est labellisée Fabrique numérique de territoire et elle est bien intégrée dans le tissu associatif nantérien. Donc, on est en contact avec pas mal d'assauts, avec l'Agora et on fait pas mal de choses en lien avec les associations locales. Et on a des adhérents qui viennent d'un peu partout en Île-de-France, ce qui est aussi une de nos forces. Et dès que le confinement sera terminé, on reprendra des visites tous les mardis soirs à partir de 20h. Les conférences ouvre-boîte, le principe, c'est de prendre un sujet technique auquel on n'a pas trop d'idées ce que c'est, de l'ouvrir et de regarder ce qu'il y a dedans et d'ensuite se poser des questions sur ce sujet. Alors, la conférence de ce soir, elle est dédiée à l'archivage électronique. Donc, l'objectif, c'est de vous donner des bases sur l'archivage et l'archivage électronique. J'ai mis une durée approximative de 2 heures avec, je pense, environ 45 minutes de présentation et 1 heure ou 1 heure et demie de questions. Je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce que c'est les archives, notamment les archives numériques. Ensuite, je vais vous parler des grands principes de l'archivage électronique et je vais finir par des cas pratiques et la gestion d'un projet d'archivage électronique. Pour commencer, que sont les archives? Donc les archives, le terme désigne 3 choses différentes. Ça désigne d'abord les documents, plans, objets numériques, maquettes, tout type de choses qui est produite, une peinture, un balai, une assiette, tout peut être archive qui est produit par une institution. Ça désigne également le bâtiment d'archives ou le local d'archives et ça désigne aussi le service qui gère l'organisation de l'archivage dans une institution. L'organisation des archives en France va se faire en 2 grandes dates. La première, c'est la bataille de Fréteval qui oppose Philippe le Bel à Richard le Conquérant. Et lors de cette bataille, en 1194, à Fréteval, donc c'est au nord, c'est à l'ouest de Paris. Donc pendant cette bataille, Philippe le Bel va perdre un énorme coffre d'archives parce qu'à l'époque, la cour de France voyageait avec le roi, notamment pendant les batailles. Et lors de cette bataille, il perd le coffre des archives avec dedans tous les baux royaux, donc toutes les preuves de possession royale qui lui permettaient de lever l'impôt.
Et à la suite de cette bataille et de cette perte qui est quand même assez importante pour l'économie du royaume, vont être créées les positions de chancelier et de gardien des sceaux, donc principalement à Paris. Une autre grande date importante des archives, c'est lors de la Révolution française. Dès le départ, en août 1789, lors de la création de la Constituante, se pose la question de qu'est-ce qui va être fait des archives. Et donc l'idée, c'est de les garder en lieu sûr, mais surtout de les rendre accessibles à tous. C'est la loi du 7 Messidor en 2, donc de 1792, si je ne me trompe pas, qui acte le fait que toutes les archives de la Constituante, puis toutes les archives de la nation, donc tout ce qui est fait par l'État républicain, est accessible à chaque citoyen. En France, à l'époque, on est citoyen français après 1 an de résidence en France. Voilà, ça change aussi pas mal de choses sur qu'est-ce que c'est un citoyen. En photo, je vous ai mis, donc je sais pas si on voit ma souris. Je vous ai mis les archives de Pierrefitte-sur-Seine. Donc c'est le bâtiment récent. Donc ça, c'est un des derniers bâtiments des Archives nationales qui a été construit. Et je vous ai mis également à droite la salle des Archives de Paris, donc rue des Archives, où se trouvent toutes les archives des constitutions françaises depuis 1789. Ensuite, alors pardon, je lis quelque chose en même temps. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas non plus 12 000 photos, donc même si on ne voit pas mon curseur, vous allez vous y retrouver. J'ai voulu vous présenter les missions des services d'archives pour que vous compreniez bien à quoi ça sert un archiviste dans une collectivité, dans une institution, dans une entreprise. La première mission, c'est de collecter. Donc, c'est constituer des fonds d'archives, c'est notre premier travail dans une commune, mais aussi dans une entreprise, dans une collectivité territoriale comme un département, une région ou aux archives nationales. L'objectif des archivistes, c'est de récupérer les archives qui sont patrimoniales, qui vont être importantes pour l'histoire soit d'un territoire, soit du pays tout entier, soit d'une entreprise. Ensuite, notre travail, c'est de classer. Donc, on organise les fonds matériellement et intellectuellement. On range les fonds et on les organise avec ce qu'on appelle un plan de classement qui permet d'avoir une intelligibilité de ce qu'il y a dans les archives qu'on a retrouvées. C'est ce qu'on va avoir que les inventaires ou les registres d'archives quand on va dans un service d'archives. Notre troisième mission, c'est de conserver les archives, c'est-à-dire assurer le bon état des documents par des conditions adéquates, locales tempérées, avoir des boîtes d'archives qui sont ignifugées, donc qui sont protégées du feu, qui sont protégées de la poussière, qui sont protégées de l'eau, et avec des opérations ponctuelles, du dépoussiérage, de la restauration, du reconditionnement, c'est-à-dire de passer de boîtes d'archives obsolètes à des boîtes d'archives qui sont plus récentes. Mais assurer le bon état des documents, c'est aussi assurer le bon état des documents photographiques, qui eux, par exemple, doivent être conservés entre 0 et -5 degrés. C'est aussi assurer le bon état des documents numériques, ce qu'on va voir aujourd'hui. J'arrive pas à passer de slide. Voilà. La quatrième mission des archivistes, c'est de communiquer, donc avec à l'esprit cette loi de 1792, qui est l'idée de donner un accès libre et gratuit aux documents d'archives aux personnes qui le souhaitent, historiens, professionnels, amateurs, généalogistes, curieux. Les archives, c'est aussi des preuves légales qui peuvent vous aider à prouver des choses importantes pour votre vie. Et donc, c'est important que la conservation soit bien assurée. L'accès aux services publics d'archives, que ce soit les archives municipales, départementales, régionales ou nationales, est gratuit. Donc, vous pouvez vous rendre dans n'importe quel service. On vous accueillera. Ensuite, notre dernière mission, c'est de valoriser, c'est-à-dire organiser des événements pour faire connaître nos services d'archives, aussi bien par des expositions,
Aux Archives nationales, ils ont une très belle programmation d'exposition, aussi bien à Paris qu'à Perfit-sur-Seine. Par des ateliers, on va faire des ateliers de paléographie, par exemple, donc de lecture de manuscrits anciens, des ateliers de lecture de blasons, des ateliers de lecture de sceaux, la sigillographie. On peut avoir des jeux vidéo. On a plusieurs archives départementales qui sont lancées dans des petits jeux qui permettent du coup aux jeunes comme aux moins jeunes d'appréhender l'histoire de leur territoire. Et également des musées virtuels. Donc une petite slide sur les institutions des archives en France. Donc on a un réseau public qui est très structuré, avec à la tête de ce réseau public le SIAF, le Service interministériel des archives de France, qui met en place les normes et chapeaute toutes les archives qui en découlent. Donc d'abord les archives nationales qui ont les archives de la République depuis 1789, qui ont 3 sites, Paris, Pierrefitte-sur-Seine et Fontainebleau. Il y a les Archives nationales du monde du travail à Roubaix et les Archives nationales de l'Outre-mer à Aix-en-Provence. Ensuite, il y a aussi tous les services d'archives départementales. Il y a un service d'archives départementales par département en France, donc il y a 100 services d'archives départementales, également dans les dom-toms. Et ces services d'archives départementales chapeautent les services d'archives municipaux et les soutiennent. Ensuite, il y a tout le réseau privé qui est pas structuré. Donc les grands groupes en France, Bouygues, Vinci, tous les grands groupes français ont des services d'archives en leur sein pour assurer une documentation qui se suit, sans obligation de verser leurs archives en archives publiques. Leurs archives sont complètement privées, ils en font ce qu'ils veulent. Mais les Archives nationales du monde du travail à Roubaix ont vocation à recevoir des archives privées patrimoniales. On retrouve par exemple aux Archives nationales du monde du travail à Roubaix les archives de la Fondation Abbé Pierre. On retrouve les archives de la Compagnie des mines de France, la Compagnie des charbonnages de France, pardon. On retrouve les archives de la CFDT et on retrouve beaucoup d'archives d'entreprises, Bonduelle, comme acquisition récente par exemple. Et ensuite, il y a un réseau associatif qui est structuré en partie par le COLDOS, donc je vous ai mis leur logo, qui est le collectif des centres de documentation en histoire ouvrière et sociale. Donc dedans, on retrouve l'Institut d'histoire sociale de la CGT, la Fondation Jean Jaurès. Il y avait l'association Générique, qui était une association en archives de l'immigration. Le Centre d'histoire du travail, qui se trouve à Nantes, qui conserve les archives du mouvement paysan. Et à la tête de ce réseau associatif, il y a l'Association des archivistes français, dont je vous ai mis le dernier forum Archives et Transparence, qui a eu lieu en 2019. Alors ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous parler de qu'est-ce qu'une archive électronique. La grande différence qu'on va avoir avec les archives physiques, que ce soit du papier, du calque, du dessin, c'est que l'information est décolérée du support. En effet, un document, un fichier numérique est constitué de 0 et de 1, lu ensuite par l'ordinateur pour en faire un document lisible pour les humains. Un fichier numérique est intégré dans un code informatique et nécessite donc un logiciel pour qu'il soit lisible. Le format est essentiel pour archiver correctement, mais la grosse difficulté de l'archive électronique, c'est qu'on a une fracture entre le support, le disque dur, la clé USB, le serveur informatique et l'information qui est codée. Et c'est ce qui va faire toute la difficulté entre des supports qui sont facilement obsolètes et des fichiers, des documents, des logiciels dont les formats peuvent rapidement être obsolètes également. Je vous ai fait un petit panorama des différents supports d'archives électroniques, en commençant par les supports physiques. Donc je vous ai mis une carte perforée à droite et un ruban perforé de l'un des premiers ordinateurs, le Harvard Mark de 1944.
On voit qu'ils émettaient des patchs physiques pour corriger les perforations. Donc quand il y avait des erreurs, en fait, tous ces supports physiques, ça fonctionne sur le système de l'orgue de Barbarie ou sur le système de la carte pour les machines textiles. C'est-à-dire que les trous permettent de savoir l'information qui est codée. Oups. Ensuite, on a eu les supports magnétiques, donc la disquette, mais aussi la plupart des disques durs. Ensuite, les supports optiques, le DVD, le Blu-ray, le CD-ROM. Puis les supports flash, dont on connaît principalement la clé USB. Et ensuite, il y a les supports en cours de développement. Je vous ai pas mis l'ADN parce qu'honnêtement, je trouve ça pas méga sérieux de mettre de l'organique pour un support qui serait comment dire, qui tiendrait sur le long terme. Mais je vous ai mis le quartz. Donc là, c'est une image de la Bible sur des cristaux de quartz. Donc en ce moment, il y a beaucoup de recherches sur la conservation de documents numériques sur des cristaux de quartz. On passe à la seconde partie où je vais vous expliquer les grands principes de l'archivage électronique. Donc là, ça va être un peu plus ardu. Donc n'hésitez pas à noter vos questions et à me les poser à la fin parce que là, on ne peut pas les faire en simultané. Mais notez bien vos questions. Donc archiver électroniquement, c'est pas simplement stocker des données, mais c'est assurer la pérennité de leur format et leur légalité à long terme. Parce que ça va être ça l'objectif, c'est que le document, il puisse toujours servir de preuve. Pour faire de l'archivage électronique, on utilise un SAE, un système d'archivage électronique, pour conserver et valider l'authenticité des documents. Il y a 4 grands principes dans l'archivage électronique. Le premier, c'est la pérennité. On doit pouvoir lire les documents sur le long terme. Donc les Archives de France, le CIAF dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, préconisent des formats libres afin de faciliter leur lecture parce que son code, même si l'organisation qui a créé le format n'existe plus, alors qu'avec les formats propriétaires, le code est fermé. Les métadonnées assurent également cet objectif. Alors les métadonnées, c'est toutes les données qui sont intégrées dans le code source d'un document. Donc par exemple, quand vous prenez une photo avec votre appareil photo numérique, c'est intégré directement dessus la date et l'heure de la photo. Et si vous êtes un photographe professionnel, il va y avoir directement aussi votre copyright. Donc ces métadonnées, elles sont très importantes dans l'archivage parce qu'elles permettent de retrouver les documents. La pérennité, c'est aussi le fait de pouvoir dupliquer les documents pour leur stockage et de pouvoir les migrer vers des formats plus actuels. On assure également la pérennité en ayant donc une duplication en permanence des archives. Et une des préconisations donc de la norme des Archives de France, c'est d'avoir 2 serveurs qui sont éloignés de plus de 20 km où les archives électroniques sont dupliquées en permanence. Le deuxième grand principe, c'est l'authenticité ou l'intégrité des documents. L'archive doit donc pouvoir servir de preuve légale. Il faut pouvoir assurer son authenticité par différents moyens. Donc les moyens, ça va être notamment la signature électronique. La signature électronique, c'est un système de chiffrage des documents et seule une personne habilitée, donc qui a la clé de la signature, peut ouvrir le document. Il va y avoir tout ce qui est horodatage ou calcul d'empreintes, exactement. Ces techniques doivent permettre de s'assurer que le document n'a pas été falsifié. Parce une des grosses problématiques également de l'archivage électronique, c'est qu'un document électronique est beaucoup plus facilement falsifiable qu'un document papier. Même si les manuscrits du Moyen-Âge, je ne sais pas si vous connaissez l'existence des palimpsestes, donc c'est des manuscrits sur lesquels on réécrivait, nous prouve que même sur le papier, on pouvait tricher. Le troisième principe, c'est la confidentialité. Les archives numériques doivent être chiffrées et il doit y avoir un système de traçage des lectures du document.
Donc, elles doivent pas être accessibles à tout le monde. En fait, il y a des règles de communicabilité dans les archives et notamment quand on met en place un système d'archives, par exemple dans une commune, si on met en place un système d'archivage électronique pour les archives des ressources humaines, uniquement le service des ressources humaines, la direction générale et le service d'archives peut avoir accès aux documents et pas tout le monde. Parce qu'on va avoir dedans des documents confidentiels, des documents, par exemple, sur l'état de santé des gens, des documents sur sur s'ils ont eu des sanctions, etc. Donc, il faut pouvoir être sûr que les documents sont sécurisés. Comme on verrouille à clé un local d'archives, il faut pouvoir verrouiller et chiffrer les archives électroniques. Et ensuite, à terme, c'est l'accessibilité. Donc, comme dit précédemment, les archives publiques ont comme vocation à être accessibles à chaque citoyen. Mais honnêtement, on n'y est pas encore là sur l'accessibilité. On est déjà en train d'essayer de faire d'atteindre les 3 premières étapes. Alors, qu'archive-t-on? Ça, c'est la question importante parce que une archive, donc je vous disais au début que ça peut être n'importe quel type de document. Mais dans le milieu des archives, on parle de durée de vie des archives. Donc, on a tout ce qui est documents courants, donc les documents en cours d'activité, les documents sur lesquels vous êtes en train de travailler. Donc, comme mis dans le schéma, je trouve que les schémas, c'est bien pour ce genre de choses. Donc, l'ouverture du dossier, la création des données informatiques. Ensuite, on va valider ces documents. On va clôturer le dossier et on va ensuite passer à ce qu'on appelle les archives intermédiaires. Donc, entre archives courantes et archives intermédiaires, déjà, on va éliminer pas mal de choses. On va éliminer tout ce qui est brouillon, on va éliminer tout ce qui est rapport ou documentation qui nous ont servi, par exemple, à faire un rapport. Ensuite, on va conserver les archives pendant une durée légale qu'on appelle la durée d'utilité administrative et qui est fixée par la loi. C'est une durée légale donc dans les archives publiques, mais aussi pour le privé. Par exemple, tous les documents financiers ou comptables doivent être conservés 10 ans, que vous soyez simple citoyen, grosse entreprise ou archive départementale, car il doit pouvoir y avoir un contrôle de la Chambre des comptes dessus. À la fin de cette durée d'utilité administrative, il y a vraiment l'action de l'archiviste. Enfin, normalement, on intervient avant, mais si on n'a pas été contacté avant, on intervient à ce niveau-là et on va nous déterminer avec les services versants, mais aussi avec les préconisations des Archives de France, qu'est-ce qui doit être conservé de manière définitive. Et donc là, on va garder tous les documents patrimoniaux. Ça va être, on va prendre l'exemple de l'Electrolab, ça va être les statuts de l'association, les comptes rendus des assemblées générales. Ça va être pour les logiciels qu'on a pu créer au lab pour utiliser certaines machines, on va garder les codes sources de ces logiciels parce que ça peut nous être utile. On va garder les photos qui peuvent être utiles, etc. Mais à ce moment-là, on fait un gros tri parce que l'objectif des archives, c'est pas de tout garder, c'est de garder ce qui est vraiment patrimonial et de pouvoir le classer correctement. Parce que si on garde tout, on peut pas classer correctement les choses. Voilà, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à me poser vos questions à la fin de la présentation. Je voulais faire une petite partie sur qu'est-ce que n'est pas l'archivage électronique. Alors, c'est pas du stockage pur et simple. Donc, stocker vos photos sur un disque dur externe, ce n'est pas de l'archivage électronique. C'est pas non plus de la sauvegarde informatique. C'est pas non plus de l'archivage au sens informatique qui permet la mise en mémoire dans un instant T de documents et de données, parce que dans l'archivage au sens informatique, il n'y a pas toutes ces questions de traçabilité, d'authenticité, de signature électronique, etc. C'est pas non plus une GED, donc c'est de la gestion électronique de documents. C'est beaucoup utilisé actuellement pour gérer les flux de données et les flux de documents, parce que ça ne s'intéresse pas à la conservation des documents dans le temps. Et c'est pas non plus un coffre-fort électronique ou un coffre-fort numérique.
qui vise à sécuriser des objets numériques, mais ça ne garantit pas les durées de conservation des informations et ça ne tient pas compte du cycle de vie de ces documents ni de leur classement. Alors une des choses essentielles de l'archivage électronique et du métier d'archiviste en général, c'est de pouvoir retrouver les documents. Si on met juste plein de documents dans un coffre-fort électronique en vrac, ça n'a pas un sens énorme. Ensuite, pour vous expliquer les grandes lignes d'un système d'archivage électronique, je vous ai sorti un joli schéma. Alors, je ne sais pas si vous voyez tout, et il est un peu flou, mais je vais vous le commenter. Donc, à gauche, on a les agents des services producteurs et les applications métiers. Donc là, on va en sortir uniquement les archives définitives qui sont intéressantes. Dans un système d'archivage électronique, il y a la gestion des versements d'archives, donc qui est fait par paquet. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon ce serait trop long. Dans cette gestion des versements, il y a toute la gestion des métadonnées et de l'index, donc du plan de classement des documents. Et ensuite, du stockage des fichiers archivés. Le pilotage de la plateforme, paramétrage utilisateur, statistiques et tableau de bord, ça c'est des outils qui permettent aux archivistes et aux informaticiens de pouvoir piloter la plateforme correctement. Et ensuite, la dernière phase, c'est la gestion des sorties et communications. Donc, très souvent, on va donner des copies de documents et on va pas donner de documents originaux, notamment pour le public ou pour les services producteurs. J'espère que c'est assez clair. Ensuite, je vous ai fait une petite page sur les normes en cours actuellement, parce qu'en fait, l'archivage électronique est régi par un certain nombre de normes qui permettent de faire ça correctement. Donc, la norme principale, c'est le modèle OAIS, Open Archival Information System, qui a été développé par les agences spatiales, donc notamment la NASA ou le CNES, on fait partie de ce modèle. C'est un modèle abstrait qui permet de gérer les concepts et problématiques de l'archivage électronique. Ensuite, on a le SEDA, qui est le standard d'échange de données pour l'archivage, qui modélise les différentes transactions qui peuvent avoir lieu entre des acteurs dans le cadre de l'archivage de données. Le SEDA, c'est dans ce standard-là qu'on parle de paquets d'archives et le SEDA va formaliser à quoi doivent ressembler les paquets d'archives. Et enfin, on a la norme NFZ 42013, qui est la norme qui a été faite en lien avec les archives nationales, qui énonce un ensemble d'exigences et de recommandations fonctionnelles, organisationnelles et d'infrastructures pour la conception et l'exploitation d'un système d'archivage électronique. Cette norme, elle est obligatoire pour toutes les entreprises qui veulent développer des SAE dans des services publics. Voilà. Donc, je pense qu'on a fini sur la deuxième partie. Ah non, on n'a pas fini. Je voulais vous parler rapidement du rôle du CIAF, du coup, le service interministériel des archives de France, qui a homologué à partir de la norme dont je viens de parler, donc la norme Z42013, un certain nombre d'entreprises et de services publics pour des systèmes d'archivage électronique valides. Il y a une vingtaine d'organisations qui sont listées sur leur site internet. On trouve notamment dedans la BNF, les Archives nationales. On trouve pas mal d'entreprises, Locarchive, Archiveco. Donc pour ça, ces organisations ont dû prouver qu'elles avaient donc un SAE fonctionnel avec 2 serveurs distants de 20 km, une duplication en temps réel des archives électroniquement conservées, une authenticité fiable, etc. Ils ont également développé un programme qui est très intéressant, notamment pour nous les libristes de Hackerspace, qui s'appelle Vitam. Donc, il y a un logiciel de SAE open source. Donc, ils ont un site internet, le programme Vitam,
Et là, on est à la version 3 de ce logiciel, donc qui est très bien, mais qui nécessite d'avoir des informaticiens, des développeurs et des archivistes pour pouvoir le mettre en place. Donc, ça se met pas en place comme ça au hasard. Mais si l'idée des SAE vous intéresse, sur leur site internet, il y a de nombreuses vidéos qui expliquent qu'est-ce que c'est un SAE, comment le mettre en place, et c'est vraiment très clair, très synthétique. On va passer à la troisième partie. Peut-être est-ce qu'on pourrait faire une pause si jamais il y a déjà des questions? C'est possible, ça, Zenos? Ou c'est galère? Tout à fait possible de poser des questions, il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui ont des questions, faut pas hésiter. Ouais. Juste dites-moi déjà si c'était assez clair. Alors, Pas de retour. Du coup, il y avait une Bon, question on en reprend. texte. Ah, il y a des questions en texte? Ouais. Je sais pas. Oui, il est allumé. Ok. Donc il y avait une question, c'était est-ce qu'il y a un lien avec l'open data? Alors, c'est compliqué. L'open data, c'est l'idée que les services publics doivent mettre en ligne leurs données. Le lien qu'on peut trouver dedans, c'est que l'archiviste est souvent intégré avec les informaticiens pour mettre en place des services d'open data. Mais en fait, les données qui vont être diffusées en open data n'ont pas toujours vocation à être conservées électroniquement de manière définitive. Donc, ça a un lien dans le métier d'archiviste, mais c'est pas directement lié. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions ou est-ce que tout semble clair et on passe à la troisième partie du coup sur la gestion d'un projet de SAE il et y a sur des les cas retours pratiques? comme quoi c'était très clair jusque-là en tout cas. Parfait. Eh ben, merci beaucoup. Donc, je passe sur la partie 3. Du coup, Zé, tu coupes le... Donc là, je reparle toute seule. Youhou! Donc, gérer un projet de SAE, ça se fait en 3 étapes. D'abord, il y a toute une phase de cadrage, mais c'est comme toute gestion de projet. Je pense que si vous avez déjà dû faire partie de ce genre de choses, la phase de cadrage, elle permet de délimiter les exigences légales et organisationnelles. Donc, délimiter les activités et les documents concernés, monter un groupe pilote, donc notamment avec les services producteurs d'archives, la direction informatique, la direction des archives, impliquer les services producteurs directement dans la gestion de projet, évaluer le budget, le temps, les moyens humains nécessaires. Ensuite, on a dans cette première partie, il y a aussi toute une phase de documentation sur qu'est-ce qu'un SAE et comment faire pour faire ça de la manière la plus simple et la plus effective possible. Ensuite, il y a toute une phase de définition, cadrer le budget, recenser le matériel nécessaire, définir les accès au logiciel, informer, sensibiliser les cadres et les futurs utilisateurs. Et une phase de réalisation, donc avec une phase de test, une mise en production, une installation de la base de production, une formation de service à réitérer pour chaque nouvel agent et chaque année pour tous, vérifier la bonne utilisation de l'outil, déployer dans tous les services de l'organisation concernée et adapter continuellement le produit. La grosse problématique que moi je trouve intéressante mais que j'ai pas mis dans les slides, c'est que faire un projet de SAE, c'est pas du tout à la hauteur d'une commune. Donc même une commune de 50 ou 100 000 habitants, faire un projet de SAE,
Pour moi, ça aurait dû être fait au niveau national. Donc, au niveau national, ils ont fait le logiciel open source, mais derrière, il faut une équipe assez béton pour pouvoir le mettre en place. Donc, pour l'instant, ce qui est fait en France, c'est là, les archives départementales des Hauts-de-Seine et des Yvelines ont développé tout un service de SAE, notamment pour les documents financiers, les documents des marchés publics qui sont maintenant totalement dématérialisés. On a pareil les AD du Nord qui ont fait le même genre de choses. Pour l'instant, on se concentre uniquement sur les documents qu'on a dématérialisés. Et pour être tout à fait honnête, la question de l'archivage n'a pas forcément été posée dès le départ de la dématérialisation, ce qui n'est pas très malin. Je vous ai fait une slide sur la place de l'archiviste et des autres acteurs parce que je trouve que c'est assez intéressant de voir comment vont se placer, par exemple, les informaticiens, les utilisateurs, etc. Donc là, on a les différentes salles de machines en bas à gauche, le site distant dont je vous parlais, qui doit être à plus de 20 km et qui doit dupliquer en permanence les données. Donc on a les chercheurs et les services producteurs à gauche qui ont l'expertise sur le contenu informationnel de leurs données et sur leur utilisation. On a en bas les informaticiens qui ont l'expertise sur la méthodologie, les moyens de stockage des données numériques et surtout sur l'installation du logiciel de SAE. On a le ou la juriste, le ou la correspondant informatique et liberté, qui est maintenant le DPO, le délégué à la protection des données, avec le RGPD, et le PRADA. Mais très souvent, les archivistes font office de PRADA. Donc PRADA, c'est la personne référente à l'accès aux documents administratifs. C'est si vous avez du mal à saisir, accéder à un document administratif auquel vous pensez avoir droit d'accès, vous pouvez saisir la CADA, qui est la commission d'accès aux documents administratifs. Mais très souvent, l'archiviste va être la même personne que le délégué à la protection des données et la personne responsable de l'accès aux documents administratifs. Et ensuite, on a l'utilisateur, donc la personne qui va consulter les archives et éventuellement commander une copie d'un document. Mais je trouve ce schéma assez intéressant parce qu'il permet de voir tous les acteurs qui doivent être pris en compte lors d'une gestion de projet d'un système d'archivage électronique. On va ensuite passer à 2 cas pratiques. Je vous ai d'abord mis un cas pratique très récent, qui est la dématérialisation des dossiers agents au centre hospitalier de Tourcoing. Alors, c'est vraiment un cas pratique d'envergure et exemplaire dans ce qu'on peut faire en termes de conservation de documents électroniques. C'est un partenariat entre le CIB, qui est un groupement d'intérêt public d'abord breton, donc d'abord basé à Rennes, et qui a ouvert une sorte d'autre base à Lille. Et donc le centre hospitalier de Tourcoing, je me suis trompée, j'avais mis Roubaix au départ, excusez-moi. Ils ont fait un groupe de travail pluridisciplinaire, comme je vous en parlais avant, avec les DRH, donc la direction des ressources humaines, la direction des services informatiques, les archives départementales du Nord et le CIB, donc qui est ce spécialiste de l'informatique pour les données de santé. L'objectif, c'était d'avoir des dossiers agents zéro papier. En effet, donc les dossiers des agents, c'est les dossiers du personnel du centre hospitalier. Donc c'est les dossiers RH des médecins, des aides-soignants, des infirmiers, des brancardiers. Un dossier d'agent, ça se conserve 80 ans. Donc ce que je vous avais montré là sur la durée de vie des archives, donc la durée de vie d'un dossier d'agent, c'est 80 ans. Et au bout de 80 ans, on doit faire un échantillonnage. Donc, les règles de l'échantillonnage en archives ont évolué. On est passé d'une règle de l'échantillonnage où c'était par année. Donc, on prenait, par exemple, les années en 0 et en 5. Ou alors par lettres. Donc, on prenait A, G, F au pif. Maintenant, on nous demande de faire de l'aléatoire total. Et donc, de lancer des dés. Donc, autant vous dire que
Les nouvelles préconisations donc du service interministériel des archives de France avaient fait grincer des dents dans des services où c'est pas forcément très pratique de faire de l'échantillonnage avec de l'aléatoire total. Ce cas pratique du centre hospitalier de Tourcoing, il est intéressant parce que ça a été la première autorisation nationale de détruire les dossiers papier après leur numérisation et l'intégration dans le SAE. Donc, c'est les Archives du Nord qui ont donné cette autorisation en raison de la fiabilité du système d'archivage électronique du CIB. Donc, c'est, je pense, le SAE le plus performant actuellement en France. Voilà. Et c'est pour les données de santé, donc c'est assez rassurant, je pense, sur la conservation des données de santé. Le deuxième cas pratique, c'était un peu pour faire plaisir à nos amis qui sont dans la création de logiciels open source pour le spatial. Donc, c'est le CNES. Le CNES qui a été très en avance sur la création d'un service central des données spatiales en 1992. Donc, ils ont un grand volume de données de mesure. Il y a un impératif scientifique et patrimonial de conservation de ces données. Et ils avaient toutes leurs données sur bande magnétique jusqu'en 1992. Et donc, ils ont fait toute une migration de leurs données entre 92 et 95. Transformation aussi et migration vers des formats pérennes parce que les formats sur lesquels étaient conservées les données n'étaient pas des formats forcément pérennes. Il y avait certaines données qui étaient sur des formats propriétaires. Donc, il y a eu un pourcentage de casse, donc de perte d'archives. J'ai pas le pourcentage exact, mais apparemment, c'était pas si catastrophique. Et ils ont participé à la rédaction du modèle Open Archival Information System, car ils étaient très en avance. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver d'informations sur actuellement comment fonctionne le système d'archivage électronique du CNES. Donc, je présume qu'ils ont migré sous un SAE plus récent. Voilà. Et donc, pour finir, je vous ai mis une petite image de Gaston, parce que Gaston, pour les archives, c'est très amusant, parce qu'il se retrouve de temps en temps au service des archives au sous-sol, et donc il se retrouve très perdu. Et donc, si jamais vous vous retrouvez dans cette situation, que ce soit avec des archives papier ou des archives numériques, vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un mail. Je suis consultante en archivage seulement à partir du 1er décembre. Voilà. Donc, c'est fini pour moi. Enfin, c'est fini pour la présentation. Maintenant, place aux questions. Alors, il y a une question sur YouTube. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris la notion d'échantillonnage / aléatoire. Quel est le format pérenne maintenant? Donc, il y a deux questions en une. Quel est le format pérenne? Alors, je vais commencer par les formats pérennes, c'est plus simple. Un des formats pérennes beaucoup utilisés, c'est le PDF/A. Donc, le PDF d'archivage, parce que comme c'est une image, c'est assez simple à archiver, ou tout ce qui est à format libre. Donc, c'est les préconisations des Archives de France, c'est d'être plutôt sur LibreOffice que sur Microsoft. Même si, on va être honnête, c'est pas le plus simple. Un autre format, mais là plutôt pour la... Non, moi je vais pas me lancer là-dedans. Sinon ça va être plus très clair. Donc le BDF-A est un bon format d'archivage pérenne pour une utilisation personnelle ou associative par exemple. Ensuite, l'échantillonnage. Alors, échantillonner, c'est quand on se retrouve face à des documents sériels de très grande ampleur. Donc, par exemple, des dossiers agents dans un service communal
Par exemple, moi, j'avais bossé à Roubaix. Les dossiers agents, ça faisait, on doit garder donc les dossiers agents pendant 80 ans. Et donc, on a tous les intérimaires, tous les CDD, tous les fonctionnaires qui sont passés par la mairie de Roubaix depuis 80 ans. Donc, ça fait une énorme masse d'archives. Et au bout de ces 80 ans, il faut les échantillonner parce qu'on est obligé de garder une certaine partie pour avoir une trace patrimoniale. Donc l'échantillonnage, c'est ça, c'est de prélever une petite partie de dossiers sériels. Ça peut être aussi bien donc des documents de ressources humaines que des dossiers patients dans un centre hospitalier. Ça peut être les dossiers de logements sociaux dans un CCAS. Donc voilà, tous les documents qu'on va avoir en masse dans un service où il va souvent y avoir des données personnelles. Donc, on va essayer de trouver un moyen d'échantillonnage normalement facile. Et le problème de l'échantillonnage aléatoire, c'est qu'on nous demande de réinventer à chaque fois l'échantillonnage, à chaque fois qu'on est face à un nouveau type de document sériel. Je ne sais pas si je suis très claire. À minima, pour moi, ça l'est. Et du coup, il y avait une question associée par la même personne, c'est que du coup, pour les images, est-ce que les JPEG ou JPEG 2000 peuvent marcher et quid de la vidéo? Alors, il y a des tableaux sur le SIAF le JPEG 2000, je crois que c'est bien. Le JPEG 2000, c'est un bon format de conservation. Attendez, format, archivage. Il y a des tableaux sur Internet là-dessus. Je suis désolée, j'ai plus tout en tête. Données orales et visuelles. Alors. Pour les formats vidéo. Ouais, le JPEG 2000 est conseillé pour les photos. Pour les vidéos. Alors, attendez. En plus, moi, je m'y connais pas très bien là-dessus. Non, les vidéos, j'ai Xvid. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Les informaticiens. Le MPEG 4. Ouais, le MPEG 4, apparemment, en AVC, Advanced Video Coding, est préconisé. Voilà. Ça vous parle? À nouveau, à minima, à moi, oui. Voilà. Je ne sais pas si sur la visio, il y a des gens qui ont des questions. N'hésitez pas à vous faire connaître. Et soit on relaiera, Ouais, il y soit a des si gens vous- sur Big Blue Button? Voilà, il y a des gens, ouais, il y a une vingtaine de personnes. Et voilà, donc s'il y a des gens qui ont des questions, qui veulent les poser eux-mêmes en audio, signalez-vous, on vous donnera la parole sans souci. C'est là pour ça. Ou même juste dire bonjour? Ouais. Parce que sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est migrer sur le Big Blue Button meeting dans 10 minutes, par exemple. Et voilà. Il y en a qui ont des questions après. Je vais envoyer le lien aux gens sur YouTube qui veulent rejoindre par Ouais. après. Voilà. Et voilà. Alors, il y a une question sur Big Blue Button, visiblement. Oui. Alors moi, j'entends pas Big Blue Button, hein.
Alors, les joies de la technique, on va voir si on arrive à entendre les gens sur la visio. Normalement, oui. Moi, j'ai rien entendu. Ah. Ah, on ne vous entend pas. Alors. Mais sinon, on passe tous sur Big Blue On est Button. Moi, je peux me censé- connecter sur Big ouais, Blue Button. Voilà, non, on est censé vous entendre. Allô, allô? Est-ce qu'il y a des gens sur le Blue Button qui parlent? Ah. On n'a pas le retour. Tac. Mais sinon, je me connecte sur Big Blue Button et on se fait un... Oui, mais les gens sur YouTube n'auront pas le retour. là-dessus. On va tenter. Alors, c'est étrange parce que tout à l'heure, on avait le retour. Effectivement, des gens parlent et on les entend pas. Ah, vas-y. Et si des gens reparlent, on devrait les entendre maintenant. On peut continuer à parler peut-être pour Ah, voir voilà. si ça s'améliore. Ça y est, bienvenue. Moi, êtes je en vous live. entends maintenant. Moi, Moi, je je vous parle. entends, c'est bon. Ouais. La technique est revenue. Ah, Voilà. super. Bienvenue pour les questions. Donc salut. J'avais Bonjour. une question. Donc, est-ce que si le PDF A est sous forme, sous forme stocké sous forme d'image, ça prend pas. Ah, ça a coupé. Ça a coupé à image. Je recommence. Si Ah le oui, PDF pardon. A est stocké sous forme d'image, est-ce que ça prend pas beaucoup de place par rapport au texte? Alors non, le PDF A est stocké sous format PDF. Justement, on peut stocker une image dans un PDF, mais c'est pas le PDF qui est stocké sous forme d'image. Ce que je voulais dire, c'est qu'un PDF, c'est un instant T d'un document, et c'est dans ce sens-là que c'est une image, un PDF. Mais c'est le format PDF A qui est le format pérenne. Est-ce que c'est clair? Allô, allô? Oui. Alors, juste, je vais me permettre une remarque, parce qu'en fait, j'ai eu à travailler aussi avec du PDF A, justement pour quand je faisais de l'IT, qu'on m'a demandé de faire des de donner des choses aux gens du service archive. Ouais. Et en fait, du coup, le PDF A est un format qui contient tout. C'est donc, par exemple, ça fait une image au sens, ça fait un instantané. Par exemple, il va contenir ses polices. Donc, si le document a des polices particulières, les polices vont être embarquées dans le document. Voilà, c'est un exemple. Donc, en fait, le document embarque tout ce dont il a besoin pour être relisible plus tard. Voilà, donc il n'y a pas de référence externe. Il n'y a pas de référence à des ressources externes au document. Voilà. Le PDF slash A, c'est le PDF slash archive. Voilà. Ça a été littéralement. Voilà, exactement. Merci Zenos pour cette précision technique que je n'avais pas. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, on va se quitter là. Sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut aller sur Big Blue Button et parler de manière plus chill d'archivage, mais aussi d'autres choses. Voilà. C'est ce que j'allais proposer. c'est de Parfait. Et on peut inviter tous nos amis qui sont sur YouTube, hein, voilà, qui peuvent aussi avoir accès. sur YouTube. Là, je viens d'envoyer le lien vers le. Parfait. Très bien. Et à tout de suite. A priori, il y aurait une autre question de Vincent. Donc il faudrait faut qu'il appelle. Oui, allô? J'entends plus.
Est-ce qu'on entend Vincent? Est-ce que les gens sur le Bibliothon entendent Vincent? À nouveau. Ça va. À nouveau, on n'entend plus. Bon, ouais. Du coup, je vais lire la question vu qu'on ne l'entend pas. C'est une question qui n'est pas spécifique à l'archivage électronique. Ouais. Donc c'était, si j'ai bien compris, il n'existe pas la logique pour des archives privées de tomber dans le domaine privé. Est-ce Non. que ça existe dans d'autres pays? C'est très intéressant. Il y a une faute, il y a public, alors je ne sais pas si c'est des archives publiques de tomber dans le domaine privé ou l'inverse. Non, c'est les archives. En fait, il n'y a aucune obligation pour les archives privées de tomber dans le domaine public. Mais en même temps, ça relève de la propriété intellectuelle, etc. Ça poserait de grosses questions si on obligeait les entreprises à... Ça pose des grosses questions éthiques, morales, etc. si on obligeait les entreprises à déposer leurs archives. En fait, les entreprises qui sont contactées donc par les Archives nationales du monde du travail à Roubaix sont souvent assez contentes de se débarrasser de leurs archives. Et du coup, à Roubaix, ils ont dû créer un comité consultatif pour la réception de versements d'archives privées, tellement ils recevaient des vracs d'archives dégueulasses qu'ils n'arrivaient pas à traiter. Moi, j'y suis allée l'année dernière parce que j'ai traité, du coup, dans la boîte où j'étais, des archives pour le groupe FIV. Donc, le groupe FIV, c'est un groupe qui date du début du 19e dans le Nord, qui s'est constitué en agrégageant énormément de boîtes de mécanique, etc., qui avait des énormes usines de locomotives dans le quartier FIV à Lille, qui ont notamment fait les ascenseurs de la Tour Eiffel, qui ont fait la charpente du pont Alexandre III, enfin c'était un sacré truc. Et FIV avait fait plusieurs versements de plans, mais complètement illisibles, genre du coup, la responsable des fonds des archives de Roubaix m'avait montré leur dernier étage. Donc, les Archives nationales du monde du travail à Roubaix, c'est un très beau bâtiment, c'est un ancien château fort de l'industrie. Donc, c'est un bâtiment qui est énorme. Et tout leur dernier étage est rempli de plans de FIV, donc des différentes succursales de FIV. Il n'y a pas de description des documents, c'est juste un vrac énorme de plans industriels. Et donc là, cette année, on a demandé à ma boîte de trier les archives que FIV voulait donner parce que c'est pas possible. Mais du coup, souvent les grandes entreprises sont assez volontaires pour donner leurs archives patrimoniales. Ça dépend desquelles, mais ça les arrange souvent. On est aussi souvent vu un peu comme une sous-catégorie des boueurs, hein. Faut quand même être un peu honnête. Donc c'est pas toujours très agréable, mais ça fonctionne assez bien. Alors les précurseurs sur le patrimoine industriel, c'est les Anglais qui ont des centres de conservation d'archives industrielles à Cardiff, alors je sais plus si c'est à Édimbourg ou à Glasgow, à Londres. Et donc, notamment, toutes les archives des compagnies des mines du Yorkshire qui ont fermé dans les années 80 ont été conservées. Voilà. Ça répond à la question. Oui, tu m'entends? Du coup, ça remarche, Ouais, là, c'est je ça? t'entends. Ouais. Alors, vous m'entendez toujours pas? Si, on t'entend. Alors, Moi, je t'entends. on Si, on t'entend. Et il y a 5 secondes entre Alors, le moment où tu parles et le ok. moment où tu as la réponse. Ça répond à ma question, merci. Mais du coup, il y a peut-être des... D'accord. Donc, merci Adeline, des ça répond endroits- parfaitement à ma question. Mais ce serait plutôt des endroits très autoritaires, donc je préfère vivre dans un endroit où on ne force pas les boîtes à donner leurs archives. Même si on perd de l'histoire industrielle, mais on arrive à la retrouver autrement. Voilà. Est-ce qu'on passe sur Big Blue Button du coup? Du coup, pour Vu qu'il est rebondir 21 sur heures. la question de pardon. Vince, Ouais.
Donc, est-ce que lorsqu'une boîte est liquidée, est-ce que ça se passe du coup pareil ou il y a une espèce Alors oui, de snapshot alors qui est pareil, pris des prix? c'est-à-dire, il me faut une question plus précise. Ok. Merci. Allô? Ouais, je disais, c'est pas assez précis Oui, quand oui. une boîte est Alors, liquidée. du coup, non, parce que enfin, quand elle disparaît, quoi, que c'est voilà, que ces actifs sont vendus, etc. Est-ce que tout disparaît, enfin la boîte est vraiment supprimée, ou est-ce que il y a une partie qui est quand même automatiquement Alors, c'est un des rôles des archives nationales du monde du automatiquement travail ARB. archivé pour le Alors, c'est pas automatique, mais un des rôles ouais. de ces archives nationales du monde du travail, c'est de faire un peu la chasse à ces boîtes qui sont en train d'être liquidées pour aller les voir et leur dire les gars, vous êtes en train d'être liquidés, est-ce qu'on peut récupérer au moins les statuts de la boîte et vos PV de conseil d'administration depuis le début, quoi, pour avoir une trace. Ça fait partie des missions des ANMT. Le problème, c'est qu'ils sont en gros sous-effectif. Et c'est vraiment triste parce qu'ils ont un magnifique local à Roubaix, mais ils sont là, Gersan, qui a été une de mes profs, parce que moi j'ai fait le master de Lille, qui est un master spécialisé en archivistique industrielle justement. Elle est toute seule pour gérer les fonds entrants d'entreprise pour toute la France. Voilà. Et en fait, les budgets des archives nationales ont été fortement baissés. Et comme comment dire ça de manière diplomatique? Oh, je vais pas le dire de manière diplomatique. La direction des archives nationales se trouve à Paris, donc ils vont garder en priorité les postes à Paris. Et les postes, que ce soit à Roubaix pour les archives du monde du travail ou à Aix-en-Provence pour les archives d'outre-mer, c'est pas la priorité. Mais ce qui est une énorme erreur, moi, je trouve. Hein. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que certains archivistes municipaux qui sont assez... qui se bougent bien, font ce travail de l'usine à côté de chez nous, elle va fermer. Je vais aller voir les gars et voir si on peut garder un truc sur l'histoire de l'usine. Parce qu'en plus, dans les archives industrielles, il y a deux pendants. Il y a le pendant de l'entreprise et il y a l'histoire vue par les ouvriers. Et ça, l'histoire vue par les ouvriers, ça va plutôt être fait sous forme d'archives orales. Et donc, il peut y avoir des campagnes d'archives orales qui vont être menées, notamment par l'association dont je parlais tout à l'heure, l'Institut d'histoire sociale de la CGT, ou le CODOS, du coup, qui rassemble les centres de documentation et d'archives en histoire ouvrière et sociale. Et du coup, là, c'est un réseau associatif qui va rassembler plutôt les paroles d'ouvriers, mais qui est très important pour conserver toutes ces archives qui sinon et toutes ces mémoires qui sinon seraient perdues. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup, Aline. Mais de rien. Moi, j'avais une question, si c'est possible et si vous m'entendez. Ouais, on t'entend. Allô? Bonsoir. Je sais pas. Oui, bonsoir. Donc déjà, je voulais dire parce que je sais qu'on est... Bonjour. Oui, c'est bon. Bonsoir. Je sais qu'on est plusieurs à venir justement du Master de Lille. Voilà, nous sommes les futurs. Et justement, je voulais revenir sur votre profession. Vous dites que vous êtes consultante en archivage. Est-ce que vous pouvez juste préciser en quelques mots ce que vous faites spécifiquement? Parce que vu qu'on est beaucoup d'étudiants, voir un nouvel aspect du métier qu'on n'a pas nécessairement vu en master ou par les intervenants qui sont venus nous voir. D'accord. Ah, mais c'est super. Du coup, tu es au Master de Lille et tu as entendu parler de la conf comment, si c'est pas indiscret? Allô?
C'est Mathieu de Oliveira qui nous a envoyé un mail avec les liens de conférence pour. Trop bien! Ah ben oui, du coup, c'est mon ancien directeur de master, ouais, quelqu'un de très sympathique. Alors, du coup, moi, mon parcours, j'ai fait 2 ans responsable d'archives municipales à la mairie du Vésinet. Et là, cette année, je bossais pour l'entreprise Arkenum, qui est une entreprise de numérisation. Et j'étais consultante en archivage pour eux. Donc, en fait, j'allais dans des boîtes privées. J'avais une équipe d'archivistes en CDI, donc elles étaient 5. Et j'ai embauché des CDD. J'ai eu des équipes jusque 12 personnes en tout à gérer. Et en fait, moi, je gérais des projets aussi bien dans le public que dans le privé. Et ça pouvait être... j'ai beaucoup travaillé pour le luxe, mais je peux pas dire les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. Donc, j'ai bossé pour les archives du monde du travail pour le groupe FIV. J'ai bossé, pour classer du coup les archives du groupe FIV qui sont passées dans le comité consultatif des archives du monde du travail et ils sont venus nous les chercher en septembre. Et là, je me lance en consultante du coup dans une semaine parce qu'en fait, j'ai 2 amis qui m'ont proposé des missions, une dans une association et une dans le public, qui travaille pour une collectivité territoriale dans les DOM et où il n'y a pas grand monde qui s'y connaît en archivage et elle a besoin d'un audit. Donc c'est pour ça, là, c'est une année de test de consulting. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un mail et on peut rester en contact. Et si vous avez besoin de conseils, etc., je serai évidemment là pour vous aider. Merci beaucoup en tout cas. Et je sais qu'on est plusieurs étudiants du master là, soit suivre la conférence, soit l'avoir suivi pendant le temps de présentation. Donc déjà un grand merci à vous. Et puis c'est on est super. content d'avoir une représentante du master de Lille du coup. Parfait, très bien. Ouais, vive le 5-9. Chouette. Mais ouais, n'hésitez vraiment pas. La conf, on va la laisser le lien va être pérenne. Donc, si jamais il y en a qui auraient voulu la voir et qui pouvaient pas, ils pourront la revoir. C'est écrit dans le mail aussi bien, normalement, que le lien est pérenne. Sur YouTube, ouais. Dans le mail que les étudiants du coup du master ont reçu, moi j'avais noté que le lien YouTube était pérenne. Ça n'a pas été mis sur le forum, mais dans le mail que j'avais envoyé de manière perso. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions? Est-ce qu'on a d'autres étudiants du master d'archives qui veulent dire bonjour? Il y en a quelques-uns qui ont dit bonjour par écrit sur Big Blue Button. Ouais. D'accord, parfait. Bon, on migre sur Big Blue Button du coup. Ce sera plus simple parce que moi, du coup, je peux pas... C'est un peu complexe pour moi de savoir qui répond et tout. Si ça va à tout le monde. Ouais, je vous passe le bonjour très amical d'une partie des M1 de Lille. Ah, merci vous beaucoup. Vous m'entendez pas? Si, peut-être. Si, je vous ai entendu, ouais. Et pareil, je dis bonjour. Et n'hésitez pas à dire à Monsieur de Oliveira que je peux venir faire des conférences sur l'archivage en entreprise s'il a besoin. Voilà. Ça serait trop bien parce que je suis un des membres de l'ARCA. Je suis le nouveau secrétaire de l'ARCA. Donc, parfait. Je pense que l'ARCA, pour pas être trop sectaire, c'est l'association des archivistes de Lille. Et d'ailleurs, nous invitons toute personne qui voudrait donner une conférence en notre sein. Vraiment, on est très preneurs et ouverts à toute personne venant du monde des archives, mais aussi qui les a fréquentées en tant que chercheur ou en tant que citoyen. Alors là, pour vous expliquer un peu du coup, parce que je pense que du coup, le Master de Lille connaît pas du tout l'Electrolab. On est une association, du coup, c'est un hackerspace, donc c'est plutôt un public d'informaticiens.
Mais ça peut, je pense aussi, être très intéressant d'avoir une conférence d'un informaticien et d'une archiviste, par exemple, sur un SAE. Après, vous avez déjà, je pense, des cours, normalement c'est en M2, vous avez des cours très Ça bien doit être. sur l'archivage électronique aux archives départementales du Nord avec des personnes qui ont fait partie de la normalisation, enfin d'une partie de la normalisation française. Donc c'est un très bon niveau le master de Lille en archivage électronique. Voilà. Du coup, comme c'est une association de hackers, programmeurs, ça va avec la loi sur la programmation, enfin sur la nouvelle loi de sécurité globale? Pour être plus sérieux, en tant qu'archiviste, non, mais vraiment, déjà avec donc l'IJ 1300, là, qui est passé. Moi, je travaille en plus sur des Qu'est-ce que c'est archives l'IJ militaires, 1300? donc pour ma recherche. Alors, une chape de plomb sur la recherche et la connaissance démocratique. Donc, c'est circulaire Sur la protection du interministérielle. Donc, secret ça défense. fait, Ouais, je suis en train de regarder ça. en gros, tout document qui n'a pas été démarqué, c'est-à-dire où on n'a pas tamponné déclassifié dessus, malgré les délais de communicabilité qui seraient passés, demeure classifié. Et si vous les avez reproduits, vous tombez sous les mêmes sanctions pénales que si vous aviez fait de l'espionnage, du recel de documents secrets. Et c'est très très voilà. grave. Alors, dans le temps long, on a vu, il y a une conférence. Ouais, c'est pas. Ah, ça date de 2018 c'est en pas plus. rien. Il y a une pétition d'ailleurs. Ah oui, tu peux nous la mettre ouais, je elle sais est pas si passée en sur Big Blue Button. 2018-2019. C'est vraiment tout récent. Oui. Ah, mais c'est très très grave, ouais. Mais sur la loi de sécurité globale, alors. Bah oui, ça pose clairement des questions en termes d'archives audiovisuelles des journalistes. Ouais. Ouais, je t'entends. Allô, Vincent? Alors, on a toujours la latence de quelques secondes avec toi. Donc, en fait, ce qu'on propose, c'est vraiment de passer en full Big Blue Button. D'accord, ça marche. Ouais, ce sera plus simple. Donc, pour que Adeline nous rejoigne et qu'il n'y ait plus ces problèmes de latence, on a déjà donné le lien sur YouTube. Donc, rejoignez-nous aussi. Et on poursuit la conversation avec Nicolas et avec tout le monde de façon. C'est parfait. Vous avez vu le lien? Vous êtes dessus? Donc on t'attend, Adeline. Ok, parfait. Du coup, à tout de suite, Nicolas, tu te connectes sur Big Blue dessus. Button, vous restez où vous êtes. Et en fait, le message de se reconnecter, c'est ceux qui sont sur YouTube, en fait. Ouais, c'est ça. Okay. Les gens de YouTube et Adeline nous rejoignent. À tout de suite. Du coup, pour les gens sur YouTube, merci d'avoir suivi le live et à bientôt du coup. Ouais, à bientôt, merci à vous. Et encore une fois, contact@electrolab.fr si vous voulez nous écrire. Et les visites le mardi soir, dès que le confinement est terminé. À bientôt. Dès que le confinement est terminé. À bientôt.